De nos jours, ça n'a même plus d'importance si l'infidélité a réellement eu lieu. Sa simple suggestion suffit à susciter l'excitation. Je pense que tromper est mal et je ne conseillerais à aucun de mes amis de sortir avec une personne infidèle, quelles que soient les raisons de son infidélité, même si je crois en la capacité de chacun de se racheter. On dirait presque de la propagande pour l'infidélité, tu vois. Comme s'ils essayaient de te manipuler pour te faire croire que c'est normal. En fait, un bon test à faire à la personne avec qui tu sors, c'est de regarder ce film avec elle. Si elle n'y voit aucun problème, c'est le signal. Et tu peux partir sur le champ, c'est fini. Le divertissement romantise l'infidélité et le rend romantique, drôle et mignon. Et je n'aime pas que ça nous pousse, nous, le public, à prendre le parti des infidèles juste parce que ce sont les personnages principaux. J'ai grandi en pensant que c'était le summum du romantisme. Moi, à 16 ans, je regardais ces scènes et je me disais « Oui, c'est ça le véritable amour, chaotique, désespéré et prêt à tout détruire sur son passage. Si quelqu'un abandonne son fiancé devant l'hôtel, juste parce que son âme sœur revient en ville, ce n'est pas de la trahison, c'est épique. » Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous est-il déjà arrivé en regardant une comédie romantique de vous dire « Oh, c'est trop mignon, j'aimerais tellement que ça m'arrive à moi aussi ». Pour ensuite revoir la même comédie romantique quelques temps plus tard et vous dire à ce moment-là « C'est quoi cette merde en fait hein ?» Je me souviens par exemple, après avoir regardé le film Spider-Man avec Tobey Maguire, avoir été très admiratif de la relation de Peter et de Mary Jane Watson. Je me souviens avoir trouvé ce couple trop mignon à l'époque et je me disais dans toute ma naïveté vouloir d'une partenaire dans le futur qui soit exactement comme Mary Jane Watson. Jusqu'à ce que je réalise en revoyant le film quelques temps plus tard que Mary Jane Watson, en fait c'est une grosse merde, qui jouait sur plusieurs fois en même temps en faisant croire à Peter qu'elle était intéressée par lui, avant d'aller embrasser d'autres mecs dans Spider-Man dont elle ignorait la véritable identité à ce moment-là. C'est en revoyant le film quelques temps plus tard que je me dis que le mec aurait finalement dû se mettre avec la fille du proprio qui elle l'aimait vraiment. Mais pour une raison qui m'échappait à l'époque et qui me semble une évidence aujourd'hui, c'est Mary Jane qu'on a choisi de constamment mettre en avant malgré son évidente superficialité et son caractère volache au possible. Et ça c'est juste un petit exemple du modèle relationnel hollywoodien présent dans plein de films ayant connu et connaissant d'ailleurs toujours un franc succès auprès de la gente féminine. Des films où le modèle relationnel traditionnel est mis de côté pour laisser place à une espèce de contrefaçon dans laquelle la femme le plus souvent se distingue par sa propension à tromper et ce à la première occasion un partenaire des plus sérieux, avec un autre homme qui lui l'est beaucoup moins mais qui a cet avantage d'être physiquement bien roulé et un peu plus fun et toxique que le mec sérieux qui lui envisage de faire d'elle son épouse. Déguisé le plus souvent en histoire d'amour ou en soap opéra romantique, ces films en réalité ont un thème principal qui sera presque toujours présent et plus ou moins sous-jacent, celui de l'infidélité et de la tromperie de la femme dans la majeure partie des cas, et ce pour se trouver, découvrir le grand amour, suivre son cœur, etc., etc. Autant de mots tous plus mignons et enjoliveurs les uns que les autres pour justifier le fait que l'héroïne durant tout le film aille se faire par un homme autre que l'homme avec qui elle est engagée ou son mari. Alors pense à liker, à t'abonner ma chaîne gaming en description, on est parti. En commençant déjà par ce film du nom de Wuthering High ou Les Hauts de Hurlevent, film écrit et réalisé par Emerald Fennell, sorti cette année en 2026, qui mettra en avant ici le personnage de Catherine interprété par Margot Robbie et celui de Heathcliff interprété par Jacob Elordi. Les deux ayant grandi ensemble et ayant développé une forte connexion l'un avec l'autre, connexion quasi palpable dans le film où moindre regard échangé entre les deux. Mais malgré cette connexion, Catherine plus tard se mariera avec un homme du nom de Edgar interprété par Shazad Latif. L'homme est riche, sérieux, patient et lui donne absolument tout ce qu'elle veut. Bref, c'est le modèle du mari parfait et amoureux réclamé par beaucoup de femmes en début de trentaine aujourd'hui. L'un de l'autre côté, Heathcliff est complètement immature, indiscipliné, toxique, méchant, dramatique et à ce niveau-ci, n'importe qui de normalement constitué et tenant un tout petit peu la jante féminine en estime prendrait immédiatement le parti d'Edgar. Après tout, c'est le mec sérieux et plein d'avenir, désireux de le partager avec Catherine, donne ainsi un modèle masculin de référence aux hommes qui désireux d'attirer une partenaire dans le futur, désirant ressembler à Edgar. Mais comme nous le savons aujourd'hui, la propagation de messages positifs en général et surtout le bien de la gente féminine en particulier ne sont pas vraiment les priorités d'Hollywood. Car oui, au lieu de faire le bon choix, celui qui semble à toute personne raisonnable évident, Catherine, dès le retour de Cliff, qui entre-temps est devenu encore plus méchant et toxique qu'avant, retombe immédiatement sous son charme et décide de tromper son mec dans sa propre maison et ce à plusieurs reprises. Voilà ce qu'un film écrit par une femme donne comme conseil aux autres femmes aujourd'hui et après on s'étonne au vu du résultat dans la société actuelle que plus aucun homme n'a envie de ressembler à Edgar. Et bien évidemment le film dépeint tout comme une espèce de romance incomprise essayant sans arrêt de susciter vos émotions pour vous pousser à prendre le parti de celui-là. Comme si en commettant l'acte qu'il commettait, il remettait en quelque sorte les choses en ordre. Les sentiments d'Edgar en s'en balance. Limite c'était lui le méchant de l'histoire qui se mettait entre les deux. Mais à la fin, tout est bien qui finit bien. 2026 mesdames et messieurs. Alors ensuite nous aurons un autre film complètement con
du nom de The Notebook, qui mettra en avant aussi le personnage de Noah, interprété par Ryan Gosling, et de Ali, interprété par Rachel McAdams. Alors dans le film, Noah rencontre Ali complètement par hasard et décide, juste après l'avoir regardé une fois, de faire d'elle sa petite amie, alors que cette dernière, je le précise, était avec quelqu'un à ce moment-là. Alors elle rejette ses avances, mais le mec insiste encore et va même jusqu'à menacer de sauter la vie en public si jamais elle refuse de sortir avec lui. Logique, c'est là que normalement, toi en tant que femme, tu appelles la police. Mais dans ce film, Ali décide d'accepter l'offre de Noah de larguer le mec avec qui elle était déjà en couple pour vivre son idylle avec Noah. Jusqu'à ce que les parents d'Ali apprennent la relation entre les deux et se fâchent parce qu'ils ne veulent absolument pas voir leur fille fréquenter un homme de basse classe. Ce qui causera une dispute entre les deux qui les séparera pendant 7 ans. Alors entre-temps, Ali se mit en couple avec un homme du nom de Lon avec qui elle est sur le point de se marier et ce dernier, vous vous en doutez, est un homme gentil, doux, attentionné, riche, mature et visiblement très amoureux d'elle. Ce qui est presque tout le contraire de ce que fut sa relation avec Noah, à savoir chaotique, immature et pleine de drames en tout genre. Je pense qu'à ce niveau-ci, vous pourrez commencer à voir se dessiner un certain pattern. Alors à ce niveau-ci, vous avez le choix. Le mec stable, sécurisant, qui vous aime et qui veut s'engager avec vous, ou la relation toxique et chaotique que vous aviez avec un mec à qui vous n'avez pas parlé depuis plus de 7 ans. Et devinez qui est le gagnant? Oui, un jour, alors qu'elle faisait les préparatifs de son mariage, elle tombe sur une photo de Noah devant la maison qu'il parlait de lui construire quand ils étaient gamins. Et là, elle s'évanouit, bien sûr, et décide d'aller le voir, juste pour s'assurer qu'il va bien, évidemment. Elle dit à son mec qu'elle va faire un petit voyage dans sa ville natale, mais elle ne lui dit pas pourquoi, ni où exactement elle va, et lui la croit et lui fait entièrement confiance, en bon futur mari qu'il est. Elle se présente donc chez Noah, qui évidemment l'accueillera à bras ouverts, et même très ouverts étant donné qu'ils passeront le week-end ensemble à rattraper le temps perdu, si vous voyez ce que je veux dire, alors que je le rappelle, elle est fiancée sur le point de se marier avec un homme qu'il aime, et lui fait confiance. Alors ensuite, elle réalise que c'est avec Noah qu'elle a envie d'être, et va dire toute la vérité à son fiancé. Alors ici, on pourrait s'attendre à ce que Lon pète un câble au vu de l'acte parfaitement immonde commis par sa femme quelques jours seulement avant leur mariage. Mais voici, mesdames et messieurs, quelle fut la réaction de ce dernier. It's normal not to forget your first love. What? I love you, Ellie. I don't have to convince my fiancée that she should be with me. Voilà, le mec la comprend, il trouve sa limite normale, ce qu'elle a fait c'est pas une trahison, elle n'a fait que suivre son cœur et écouter ses sentiments. Si ça c'est pas du foutage de gueule, je ne sais pas ce que c'est. Tu découvres que ta future femme, quelques jours seulement avant votre mariage, est allée s'envoyer en l'air avec son ex, et toi tu lui dis que c'est normal et qu'elle a bien fait. Soit ce mec est le plus gros coq de la planète, soit il la trompe aussi, parce que là c'est pas possible. Limite le mec est désolé de s'être mis entre les deux. Hollywood bébé. It's Hollywood, baby. Nous passons ensuite au film Baby Girl qui mettra ici en scène le personnage de Rumi interprété par Nicole Kidman et celui de Jacob interprété par Antonio Banderas. Les deux étant en couple, mariés et Rumi travaillant dans une grande entreprise dont elle est la CEO. Mais Rumi a un souci ici, c'est qu'elle n'est pas vraiment satisfaite intimement parlant et a des fantasmes assez particuliers que son mari ne satisfait pas. Au lieu d'aller en parler avec son mari, l'homme qu'elle a quand même décidé d'épouser, devinez ce qu'elle décide de faire. Elle va passer absolument tout le film à s'envoyer en l'air avec un de ses internes. Ils joueront à toutes sortes de jeux coquins et encore une fois ici, je tiens à le préciser pour ceux et celles que ça mettra en colère, elle fait ça pour se trouver, c'est pas méchant, c'est normal, ok? Alors son mari évidemment découvre le poteau rose et sera dévasté comme vous vous en doutez et il lui sortira d'ailleurs cette phrase comme quoi ce qui a rendu son affaire extra-conjugale excitante, c'est la vie de famille qu'ils ont construit ensemble et ça, c'est on ne peut plus vrai. Alors ensuite les deux ont une conversation sur ses besoins intimes et devinez ce qui se passe après ça. Exactement. Il lui pardonne, mesdames et messieurs. Tout est bien qui finit bien. C'est après qu'elle ait trompé son homme à maintes et maintes reprises qu'elle décide d'avoir une conversation avec son mari sur ses besoins intimes. Et les deux vécurent heureux jusqu'à la fin des temps. It's Hollywood, baby. Selon des recherches menées au début des années 2000, les femmes ont tendance à associer l'infidélité à une insatisfaction relationnelle, tandis que les hommes décrivent souvent les relations extra-conjugales comme étant davantage liées à leur désir d'excitation sexuelle. Love Actually mettant en scène Juliette et Peter qui se sont mariés et le meilleur pote de Peter, Mark, qui est censé filmer le mariage. Alors à première vue, lors du visionnage du truc, on pourrait dire que Mark et Juliette ne s'entendent pas. Elle confessera d'ailleurs à son mari Peter que ce dernier ne semble pas beaucoup l'apprécier. Alors plus tard, elle se rendra à l'appartement de Mark pour récupérer la vidéo du mariage filmé et ce dernier est assez hésitant quant au fait de la lui donner. Mais elle le fait quand même et lorsqu'elle appuie sur play, elle découvre que le mec a passé absolument tout le mariage à la filmer elle et uniquement elle. Absolument pas creepy du tout le mec. Et plus tard, durant le réveillon de Noël, Mark vient chez le couple, sonne à la porte et lorsque Juliette ouvre, elle tombe
sur ce dernier avec des panneaux disant à quel point il l'aime, etc., etc. Avec Peter, je le précise, dans la maison à ce moment-là. Et si je me permets d'apporter une toute petite précision concernant les meilleurs amis chez les deux genres. Alors en général, être meilleur ami, ça implique de partager pas mal de centres d'intérêt et d'avoir basiquement les mêmes goûts. Et ces goûts, très souvent en général, incluent également ceux concernant les partenaires. La fille ou la femme qui attirera l'un pourrait très probablement attirer l'autre aussi, qui bien évidemment ne le dira jamais ouvertement. Combien d'histoires ai-je entendu de mecs qui confessaient que leur meuf les avait trompés avec leur meilleur ami? Combien de femmes ont découvert que leur mec avait une aventure avec leur copine? Faites très attention à cette histoire de meilleur ami, c'est très sérieux. Et pour cause, Juliette, juste après ça, poursuit Marc dans la rue et l'embrasse, bordel de merde. Qu'est-ce qui se passe là? Tout ça pour ensuite retourner dans sa maison auprès de son mari, comme si rien ne s'était passé. It's Hollywood, baby. Et le plus ridicule dans l'histoire étant que lorsque c'est le personnage féminin qui se fait tromper par le personnage masculin, là, la narrative n'est plus la même. C'est une toute autre histoire, s'il vous plaît. Dans ce film du nom de Il ne t'aime pas tant que ça, nous avons le couple Ben et Janine. Un couple normal, elle l'aime, il l'aime et partagent plein de moments ensemble. Jusqu'au jour où cet abruti décide de la tromper avec Scarlett Johansson. Et là, on voit enfin une réaction normale du protagoniste. On voit à quel point la nouvelle la détruit psychologiquement. On voit à quel point ça lui fait mal. Et c'est à tel point qu'elle finira même par demander le divorce à la fin. Ce qu'aucun autre parmi les protagonistes masculins dont j'ai parlé précédemment n'a fait. On sent durant le film à quel point cet acte posé par l'homme qu'elle aime lui a fait mal. On le voit. Et à ce moment-là, c'est pas juste une erreur pardonnable. Là, c'est grave. Traduction, si ta femme te trompe, sois un homme et pardonne-lui. Et même encourage sa relation extra-conjugale pour l'aider à se trouver. Mais si ton mec te trompe, c'est un vrai connard, divorce-en immédiatement. Alors d'une part, je comprends ce genre de sentiment suscité par ce genre de film auprès de la gente féminine. Celui de se sentir désiré par un homme à tel point qu'il est capable de faire n'importe quoi pour être avec vous, quitte à ruiner sa propre vie. Mais je pense qu'à un moment, même ces dames et surtout à ce niveau-ci devraient être en mesure de réaliser l'espèce de poison déguisé en sucrerie qu'on leur vend tout le temps dans ces films à la con. Car non, tromper son partenaire ou sa partenaire pour les hommes n'est pas et ne sera jamais quelque chose d'acceptable. En tout cas, pas pour moi. Se mettre en couple, c'est également accepter les moments d'ennui ensemble. Tout n'a pas besoin d'être festif ou excitant tout le temps, et ça ne vaut mais alors vraiment pas la peine de ruiner une relation sérieuse et stable pour ce genre de conneries passagères et futiles. Alors, pourquoi les films romantisent-ils si souvent l'infidélité? La réponse est simple. L'infidélité fait une bonne histoire. Elle crée du suspense sans que les scénaristes aient à se donner la peine de construire une relation véritablement captivante. Elle permet aux histoires de vendre le fantasme d'être choisi. C'est là le véritable enjeu. Presque toutes ces intrigues reposent sur l'idée que quelqu'un risquerait tout pour vous, sa relation, sa réputation, sa vie, rien que pour vous. Et présenté ainsi, cela paraît logique. C'est pourquoi ce trope apparaît constamment dans les films destinés aux femmes. Non pas parce que l'infidélité en elle-même est un fantasme, mais parce qu'être désiré à ce point l'est. Il y a en réalité un problème bien plus profond, que la plupart des gens ignorent peut-être. La théorie de la culture. Je pense que plus on est exposé au même type de narration, plus cela façonne notre perception de la normalité. En regardant film après film où le véritable amour est présenté comme un prétexte pour tromper sa partenaire, on finit par l'intégrer. L'infidélité est présentée comme répréhensible, mais on tente de la justifier avec des circonstances atténuantes. Elle sert de ressort dramatique pour créer du suspense et des conflits. Elle sert à intensifier le drame. On sous-entend toujours que les infidèles qui se sont mis ensemble ont vécu heureux pour toujours, ce qui évidemment n'est pas toujours le cas dans la réalité. On parle ici d'une relation fondée sur l'infidélité quand même. Je n'ai aucune envie de soutenir des personnages infidèles. Si une histoire se veut romantique, comique ou légère, peut-être vaut-il mieux éviter l'infidélité. Soyez plus créatifs dans l'élaboration de drama. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Ma chaîne gaming en description. Je fais des commentaires et des analyses de jeux une fois par mois. Donc si ça vous dit, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. It's normal not to forget your first love. I love you, Allie. I don't want to have to convince my fiancée that she should be with me. You serious?